Salut, je suis Xavier Coiffard et je vous présente Génération Remote, un podcast qui explore une nouvelle façon de travailler. L'idée c'est de comprendre comment est-ce qu'on peut travailler autrement. Dans ce podcast on parle de télétravail, de digital nomade et de comment se créer son propre mode de vie dans un monde de plus en plus numérique. Je vous propose d'explorer ces différents univers sans filtre avec des personnes qui vivent au quotidien. Si ces sujets vous intéressent, abonnez-vous. Bonjour à tous, aujourd'hui sur Génération Remote, je reçois Hélène Joubert, qui est directrice d'une agence marketing et relations presse qui s'appelle Red Lorry Yellow Lorry. Et c'est une agence qui est intéressante parce qu'elle est basée dans plusieurs pays différents. Elle est basée aux US, elle a commencé aux US, avec des bureaux un petit peu partout, à la fois sur la côte Est et sur la côte Ouest. Mais elle a aussi ouvert des bureaux au UK, donc en Grande-Bretagne, pardon pour l'anglicisme, et des bureaux à Berlin. Et en fait, Hélène est en charge de cette agence depuis 2 ans pour développer essentiellement la France et l'Allemagne. Et donc dans cet épisode, on va discuter de comment est-ce qu'elle a fait pour mettre en place un fonctionnement hybride, comment est-ce qu'elle a récupéré un petit peu l'historique de l'entreprise qui était déjà un peu hybride, comment est-ce qu'elle a réussi à adapter ça, et pourquoi l'hybride, pourquoi pas du full remote, et ce genre de choses. Voilà. Donc d'ailleurs, je vous rappelle que si vous voulez soutenir ce podcast Génération Remote, vous pouvez aller sur generationremote.uncut.fm. Vous verrez qu'il y a la possibilité maintenant d'acheter 2 choses différentes. Une carte de membre qui vous donne accès à la communauté. Et puis maintenant, à partir de la saison 2, chaque épisode est disponible sous la forme d'une version gardien, entre guillemets, qui veut dire qu'en fait, vous devenez propriétaire de l'épisode que vous achetez. Il n'y en a qu'une seule copie. Si jamais moi je décide d'effacer complètement la copie, vous en resterez propriétaire et elle sera toujours disponible sur les réseaux, quoi que moi je décide. Puis c'est une façon évidemment toujours sympa à la fois de rejoindre une communauté aussi et puis d'aider le podcast. Mais bon, revenons à l'épisode. Hélène, bienvenue sur Génération Remote. Donc tu me disais tout à l'heure que chez Red Lorry Yellow Lorry, en fait vous étiez en remote, donc en fonctionnement plutôt hybride et très flexible d'ailleurs. Que ce soit dans les agences françaises, les agences anglaises ou les agences allemandes également. Américaine aussi, ouais, exactement. Notamment aux États-Unis, parce qu'il y a pas mal d'Américains qui vivent assez loin de leur lieu de travail. À Boston, c'est pas rare de vivre 2 heures de Boston. Les distances sont aussi plus grandes là-bas. Donc c'est aussi quelque chose qui était assez porté par l'ouverture du bureau américain il y a une dizaine d'années. Et puis qui s'était installé aussi en Angleterre, où les prix des loyers à Londres est quand même vraiment énorme. Ouais. Donc il y a pas mal de consultants qui sont à l'agence depuis longtemps, et puis qui ont fondé des familles, qui ont quitté Londres, qui se sont installés il y en a un qui est à Brighton, par exemple, d'autres qui sont dans l'Essex, donc ils sont à 1 heure, 2 heures du bureau, et du coup, il y avait eu... et ce, bien avant le Covid, hein, donc c'est quelque chose qui existe en effet dans l'agence. Et moi, quand j'ai développé l'activité Europe continentale il y a 2 ans, donc vraiment l'année du confinement, c'était une évidence aussi qu'on fonctionnerait sur le même principe, avec un bureau pour ceux qui souhaitent se retrouver, parce que c'est quand même chouette aussi d'être ensemble à certains moments, et puis cette possibilité d'être aussi en télétravail, d'avoir un peu le meilleur des 2 mondes, quoi. Ouais, alors c'est intéressant les fonctionnements hybrides parce que chacun fait un peu à sa sauce justement. Alors, est-ce que tu peux nous dire un peu plus précisément, typiquement sur la France, combien vous êtes et combien de personnes sont en télétravail et comment est-ce qu'ils s'organisent? Est-ce qu'il y a des gens qui font 1 jour par semaine en télétravail? Est-ce qu'il y en a qui font complètement du télétravail? Comment ça s'organise tout ça dans le détail? Alors je peux te parler de la France et de l'Allemagne, vu que c'est les 2 zones que je dirige, et puis en même temps je te dis ça parce que en fait c'est 2 pays qui sont proches, et je te parle de ça parce qu'il y a des gens de l'équipe française qui sont à Berlin, et on a des Allemands qui sont à Paris, donc c'est pour ça que c'est intéressant que je te parle de ces 2 bureaux-là. Okay. Ces 2 bureaux, on est 16. On a recruté... alors, on est 16, mais il y a 2 ans, moi j'étais toute seule. Donc c'est vraiment que des gens qui sont dans l'agence, qui ont commencé il y a moins de 2 ans. Ok. Donc
En fait, pour dire que pour le moment, à ce jour, après 2 ans et cette équipe de 16 personnes constituée ces 2 dernières années, on est plutôt sur un système assez à la carte, puisque chacun a des besoins hyper différents. On a par Ouais. exemple cette fille qu'on a recrutée qui était française à Paris, et qui finalement, elle a dit, mais attendez, vous avez des bureaux à Berlin, moi c'est mon rêve, j'adore cette ville, j'y suis allée en vacances, est-ce qu'éventuellement je pourrais aller là-bas? Bien sûr, on a une Ok. activité en Allemagne, autant que en plus, c'était quand même mieux qu'elle nous dise je veux y aller à Berlin, sachant qu'on avait un bureau, donc c'est chez WeWork là-bas, plutôt qu'à Munich, vu qu'on n'a pas de bureau. Donc du coup, elle vit à Berlin, elle est très heureuse, elle va un petit peu au bureau. Et comment tu... Alors, il y a plusieurs trucs qui sont intéressants. Parce que du coup, tu as des Allemands qui bossent à Paris et des Français qui bossent en Allemagne. Est-ce que là, les Français qui bossent en Allemagne bossent avec les Allemands ou bossent avec les Français? Et ou tu vois, comment est-ce que vous gérez ça? Parce que du coup, celle qui est à Berlin peut pas venir à Paris. Alors elle peut pas venir tant que ça, ouais, parce que pour le coup, là au niveau de l'entreprise, on peut pas s'engager à payer les allers-retours des uns et des autres sur une base régulière, c'est pas possible. Ouais. Parce qu'après, on devrait le faire pour tous, ceux qui voudraient aller voir. Moi, je sais pas, leur grand-mère dans le sud. Enfin, ça serait pas juste de le faire pour certains et pas les autres. Donc, en effet, la française qui est à Berlin, elle vient de temps en temps assez frais, ou quand on fait un team building, je pourrais en parler tout à l'heure, parce qu'on fait quand même des get-together européens assez régulièrement. Euh, voilà. Après, ce qui se passe, c'est que nous, on est une agence internationale, c'est-à-dire que tous nos clients, donc nous, notre métier, on est une société de conseil, hein, donc on conseille un portefeuille de clients qui sont des boîtes tech en croissance, et ce sont que des business internationaux. On n'a pas de boîte vraiment locale. Par exemple, en France, on va accompagner en boîte D'accord. française Airbus, mais Airbus, évidemment, c'est international. On les accompagne en France, en Allemagne et en Angleterre. Il y a aussi beaucoup de clients qu'on a qui sont des entreprises tech américaines qui viennent se lancer en Europe et qu'on accompagne à la fois aux États-Unis, mais en France, en Allemagne, en Angleterre, même parfois dans d'autres pays via notre réseau d'agences. Donc en fait, finalement, d'être dans notre modèle, en tout cas, hein, d'être un Français à Berlin et travailler du coup en proximité davantage avec les Allemands, c'est pas gênant parce que finalement, on travaille tous ensemble. On a les mêmes process de travail et on a les mêmes méthodes de travail. On a les mêmes clients. Enfin, en fait, on est dans les mêmes alias email, on est dans les mêmes comptes Teams. On est vraiment une équipe un peu unifiée, quoi, au niveau international. J'ai une question sur à la fois la culture et la communication, parce que tu disais justement que t'étais en fonctionnement hybride et moi j'ai un peu l'impression, alors on en a discuté plusieurs fois, débattu plusieurs fois avec plusieurs invités, dont Paul, dont je me souviens du fonctionnement hybride, mais moi j'avais un peu l'impression ou le sentiment que le fonctionnement hybride c'était un peu le pire des deux mondes, parce que tout le monde n'est pas en présentiel. Et tout le monde n'est pas non plus en full remote. Du coup, il faut mettre en place des stratagèmes pour que la communication elle arrive à passer à la fois entre les gens qui sont sur place et à la fois entre les gens qui sont pas sur place. Et si en plus tu me disais que tu étais très souple, c'est-à-dire que tu as des gens qui des fois ne viennent pas au bureau pendant plusieurs semaines ou mois et des gens qui viennent tous les jours, comment est-ce que tu arrives à gérer la communication avec ce fonctionnement et comment est-ce que tu arrives du coup à au-dessus de ça mettre une culture commune, tu vois, d'appartenance avec des gens qui n'ont pas le même rythme de travail. Ouais. Bah non, mais c'est une bonne question. Moi, je vais essayer de répondre à notre échelle, enfin, c'est-à-dire cette petite équipe de 16 intra, et puis on est 60 en tout, avec les Ouais. Américains et les Anglais. Bah, je crois on est sur un rythme de travail qui est quand même plutôt le même, c'est-à-dire que on participe tous au même call client parce que on n'est pas des consultants en silo où chacun a son client. On est toujours au moins 3 sur chaque client. Et en général, dans ces 3, Ok. il y a plusieurs pays. Donc, il y a déjà un travail ensemble qui existe par nature, vu on est jamais tout seul. Donc, il y a vraiment ça. Euh, et ça, c'est aussi structuré par une équipe opérationnelle qui est à Londres, donc elle qui travaille pas avec des clients directement. On a un directeur opérationnel et qui a une équipe et qui eux ont travaillé, mais ces 20 dernières années, hein, c'est pas récent, à développer des méthodes de travail, des templates pour que les clients soient accompagnés à peu près de la même façon dans chaque pays. Donc tout ça fait que ça rassemble un peu tout le monde quand même autour D'accord. d'une culture de travail en tout cas commune. Après sur on va dire une culture un peu plus interpersonnelle ensemble, à ce jour, enfin après 2 ans d'exercice dans cette agence, le recrutement, la création d'une équipe comme ça ici en Europe continentale, une équipe qui vient se plugger avec les autres qui sont là depuis plus longtemps en Angleterre, aux États-Unis,
il y a quelque chose de... Ouais, c'est assez dur à décrire, mais il y a quelque chose qui se passe. Il y a une espèce de fierté d'appartenance à cette entreprise, où il y a une... J'aime pas le mot bienveillant, parce qu'on l'utilise tout le temps, n'importe comment, et tout ça, à toutes les sauces, sans que ça ait trop de sens. Mais là, je trouve que la bienveillance, elle fait vraiment de sens dans cette entreprise-là. Il y a vraiment une envie d'être ensemble, qui est assez étonnante à expliquer. Je sais pas trop de quoi ça vient. Mais peut-être qu'il y a une culture assez anglaise aussi du travail. La boîte a son headquarter en Angleterre, toute l'équipe de management est anglaise. C'est des gens qui travaillent sérieusement mais sans se prendre au sérieux et ça se ressent vraiment dans les échanges. Tous les jeudis à 17h, on a un get-together tous ensemble, américains, anglais, français et allemands. On appelle ça la Stammtisch. Ça veut dire... mince, j'ai oublié le mot. C'est un terme autrichien. C'est imprononçable, mais quand on le voit écrit, on s'en souvient. C'est un terme autrichien qui veut dire banquet. Ça veut dire banquet. Et on est tous ensemble. On se fait des updates par région. Ah, oui. Et puis, il y a quelque chose de très détendu. On a une personne qui s'appelle Léa, qui est Head of Resource à Londres, qui est un petit peu aussi le bras droit de notre CEO, qui est là, qui est très, très drôle. Enfin, il y a toujours quelque chose de bon vivant et d'agréable. Notre fondateur aussi, c'est quelqu'un, Guy, de très très accessible, mais pour de vrai. C'est pas que de la com, genre je suis accessible, c'est vraiment quelqu'un à qui on peut parler, qui est très sympa. Il connaît chaque personne, il s'intéresse vraiment à tout ce qui se passe dans tous ses bureaux. Il vient régulièrement. Il était encore là la semaine dernière à Paris. Et puis il est là pour boire une bière aussi. Il est pas là pour dire on en est où, c'est quoi les chiffres, etc. Il y a vraiment quelque chose de très agréable, de presque un peu familial, même si on sait très bien que c'est pas une famille, hein, on va pas se leurrer, on n'est pas au travail avec ses cousins, enfin ça doit exister, hein, j'imagine. Ouais. Voilà, donc là je trouve qu'il y a quelque chose de l'ordre comme ça, un peu du groupe social, où il y a vraiment quelque chose de sain, porté par une équipe de direction aussi très accessible, et puis très ouverte sur le bien-être de chacun. Nous, on fait des réunions de management chaque semaine et on passe toujours en revue est-ce qu'il y a quelqu'un qui irait mal dans la boîte, qu'est-ce qu'on peut faire pour lui. Enfin, c'est genre, moi, j'ai jamais vu ça avant dans n'importe quelle boîte. On parlait toujours des clients, est-ce que les clients vont bien. Ouais. Là, c'est toujours, mince, lui, je crois que ça va pas trop, peut-être qu'on va lui faire un bon de 50 € pour un massage. Moi, j'avais jamais vu ça avant. Hein. Et franchement, ça marche parce que non, mais c'est génial. Et c'est hyper smart parce que nous, on vend du conseil. Donc, si on n'a pas les bons consultants, si on n'a pas des gens qui vont bien, qui sont lumineux, éclairés, intelligibles dans leurs échanges, enfin des gens qui vont bien, nos clients vont partir. Enfin, parce que c'est ce qu'on vend finalement, c'est ce temps passé de ces gens qui sont curieux, qui ont envie que ça marche, etc. Donc si les gens vont pas bien, ça n'ira pas non plus chez nos clients. Enfin, et je trouve que cette équipe a eu vraiment la bonne intelligence de vraiment se centrer, mais pour de vrai, pas que pour de la com, de se centrer vraiment sur s'assurer que tout le monde est bien, à son poste, et soit pas sur un poste qui lui va pas, parce que ça arrive aussi. Parfois, il y a des gens qui sont sur des postes qui sont démesurés pour eux, où ils sont pas du tout au bon endroit. Là, nous, on est dans une boîte où on crée des postes pour des gens, des postes qui n'existent pas. Qui n'existaient pas avant, mais on se dit, cette personne-là, elle est hyper stratège. Là, je pense récemment, on a créé un poste de directeur stratégique, qui est assez rare dans les agences de notre taille. Mais on s'est dit, on a une personne qui est incroyable, qui a une approche stratégique vraiment exceptionnelle. Mais c'est pas non plus quelqu'un qui va devenir le manager de plein de gens, parce qu'on la sent pas non plus sur des qualités managériales, mais par contre, elle est exceptionnelle. Du coup, on va dire, on va être directeur stratégique. Et je pense que ça, les gens qui soient au bureau, chez eux, ou n'importe où, finalement, ils se disent, je crois que je suis au bon endroit. Mais il faut que je sois chez moi ou au bureau. En fait, je suis entourée de gens qui me considèrent, et c'est important, je pense, surtout aujourd'hui. Oui, c'est clair. Et puis, en télétravail, il n'y a rien de pire que d'être dans un boulot qui te plaît pas. Parce que d'un coup, tu te retrouves ultra isolé, tout seul chez toi, dans un boulot qui te plaît pas, et ça devient très vite l'enfer, quoi. Ouais, clairement. Donc intéressant, le côté prise en compte de l'employé, vraiment très fortement. C'est hyper intéressant. J'ai l'impression que tu disais aussi entre les lignes que finalement, vous avez quand même pas mal de process mis en place. T'as beaucoup de choses qui étaient déjà mis en place avant que tu arrives presque, et que du coup ça aide aussi. Est-ce que exactement. Toi t'as mis en place des nouveaux trucs depuis que t'es là? Est-ce que les Français que t'as recrutés, ou les Européens on va dire que t'as recrutés,
T'as dû adapter ces trucs-là, ces process ou ces espèces de rituels ou Ouais, alors on s'y est intégré dès le départ, vraiment dans ces jeudi soirs tous ensemble. Après, moi j'ai un truc, tu vas trouver ça hyper basique, mais nous on a un peu la culture du déjeuner. En fait, on adore se retrouver quand on vient au bureau les périodes chargées, on déjeune tous ensemble. Ouais. On a une équipe de foodistas, de gros gourmands, donc il y a une collaboratrice qui a créé carrément un Google Sheet de tous les super adresses à tester à Paris qu'on coche les uns après les autres. Donc on a cette culture du déjeuner. Comme je te disais, on est hyper sponsorisé par notre HQ à Londres qui nous paye en fait les déjeuners. Enfin clairement, Cool. une fois par semaine, on va déjeuner tous ensemble et on fait ouais. Et c'est important parce que parce que voilà, un déjeuner à Paris, ça coûte cher. C'est sympa aussi de pouvoir se dire, allez, on va se faire le top libanais, où des consultants un peu juniors pourraient pas forcément se dire, je vais aller mettre 30 € dans un déj, parce que voilà, il y a aussi d'autres choses à faire à côté, j'imagine. Donc je trouve que ça rassemble. On a aussi, c'est très informel, nous à Paris, mais on a pris des bureaux à l'Opéra, c'est chez Morning, c'est très sympa, on a un petit bureau puis on a un grand espace partagé, on a accès à 2 heures de sport par semaine, moi je l'ai encore jamais fait, je suis pas très sportive, mais d'autres le font et je crois prennent plaisir aussi à venir au bureau pour ça, et on est en fait juste en face d'un café qui fait du stand-up toutes les semaines, c'est la taverne de l'Olympia, et voilà, on a pris l'habitude d'y aller pour prendre une bière et se marrer un peu après le boulot, on écoute 2-3 artistes qui nous font bien rire, et voilà, et on est et je trouve que c'est chouette aussi parce que on sort un peu des frontières pro, quoi. Enfin, on est une équipe. Alors, moi j'aime l'intergénérationnel. Hein, c'est pas ce que je veux dire, mais c'est vrai qu'on est quand même assez tous à peu près dans les mêmes tranches d'âge, un peu des envies aussi de sorties culturelles, de choses comme ça. Donc c'est chouette aussi d'en profiter et puis voilà, de se dire c'est agréable. On est hyper content de prendre une bière tous ensemble. Voilà, donc ça reste assez informel, les process qu'on a. Voilà, on est sur des choses assez de l'ordre de la vie. On est un petit groupe encore, peut-être qu'un jour on sera 20, 30, 40, ce sera différent. Mais là, avec une équipe parisienne d'à peu près 10 personnes, ça roule très bien. J'ai l'impression que tu me dis si je me trompe, mais tu disais que tu avais des locaux à Morning, c'est un espace de coworking, non ? Oui. Est-ce que c'est un espace de... Exactement. Ok. Ouais. Et en Allemagne, tu disais que tu étais chez WeWork aussi. Est-ce que pareil, c'est une volonté d'avoir des locaux dans un espace de coworking ou c'est juste du pratico-pratique ? Ouais, c'est une bonne question parce que justement, on a aussi des grands bureaux à Londres qu'on a depuis longtemps. C'est des bureaux, c'est pas un espace de coworking, c'est que nous. Et en fait, c'est pratico-pratique. Hein. Pour Paris, Londres, mais les États-Unis aussi, on est chez WeWork. C'était pratique parce qu'on est sur des bureaux un peu plus jeunes. On n'a pas d'office manager. Le fondateur est en Angleterre. Enfin. Et en fait, on se rend compte que ce format, il marche bien. Enfin, c'est vraiment sympa parce que clairement, par exemple chez Morning, mais c'est pareil chez les autres. Il y a plein de potentiels partenaires pour nous. Enfin, il y a plein de petites boîtes tech, des gens avec qui aussi on peut partager, nous, un peu d'expertise, potentiellement par nouveaux clients aussi comme ça. Il y a le vivre ensemble qui est assez sympa. C'est assez chouette. Donc non, pour le moment, c'était pas vraiment un choix, c'était plus pratico-pratique, mais à réflexion, et on en parlait justement encore la semaine dernière, en disant, en fait, c'est vraiment hyper sympa. Et puis, ça permet aussi de pouvoir, étant donné qu'en plus, on est en hybride, donc on sait pas vraiment qui viendra quel jour, toujours très en avance. Du coup, on peut se dire, tiens, il y a quand même quelqu'un qui va gérer le ménage, qui va... si la lumière est restée allumée, elle sera éteinte. Enfin, c'est con, hein, mais c'est quand même bien. Je trouve ce format-là de bureau. Ouais, moi je suis un fan de coworking depuis très longtemps. Et effectivement, c'est génial. Autant d'un point de vue social que même d'un point de vue business, c'est top. Complètement. Puis les offres qui existent aujourd'hui dans les grandes villes, elles sont excellentes, quoi. C'est top. Ouais. Et du coup, tu me disais que vous faisiez des get-together, donc des séminaires d'entreprise, on va dire ça comme ça. Vous faites ça régulièrement ? Ouais.
Alors, oui et non. En fait, il y avait l'idée de le faire 2 fois par an, avec tous les confinements qu'il y a eu l'année dernière, les problèmes aussi Ouais. de déplacement d'un pays à l'autre. Bon, ça n'a pas pu se faire comme on le voulait. Là, la semaine dernière, on s'est réunis au niveau européen, enfin les Allemands, les Français. Les Allemands sont venus à Paris. Et c'était vraiment, ça remet un gros coup de boost à tout le monde, hein, de passer 3 jours Du temps ensemble. ensemble. Ouais. On a fait la fête. Ouais, on a bossé ensemble, on a fait la fête. Ça fait vraiment du bien. Et on a prévu de le faire cet hiver avec les Anglais. Et puis après, bon, nous, on a 30 personnes aux États-Unis, donc c'est encore une autre logistique d'être tous ensemble. Mais on Ouais. a prévu de le faire au printemps. Ok. On l'a pas fait depuis 4 ans, les Américains en Europe, ou d'ailleurs les Européens aux États-Unis. Mais c'est prévu d'être tous ensemble, ouais. Et nous, l'équipe de direction, donc moi je chapeaute l'Europe continentale, il y a un directeur UK, un directeur à Amérique du Nord, et puis aussi une équipe des RH, un CEO, un directeur financier. On s'est réunis à Boston en juin, et puis on a prévu de se réunir aussi 2 fois par an, parce que c'est important aussi qu'on prenne des décisions ensemble pour l'entreprise et qu'on avance ensemble. Et on se rend compte que vraiment ces moments-là, qu'on passe on passe la journée ensemble, on se dit plein de choses. Enfin, c'est quand même vraiment précieux. Ouais. C'est important. Et vous arrivez à créer du lien parce que pareil, un peu entre les lignes, j'ai l'impression que il y a quand même un peu deux boîtes dans une boîte. Et t'as vraiment les Européens qui regroupent UK, Allemagne et France, et puis les Américains. Est-ce que c'est difficile de créer des liens entre les deux, ou est-ce que vous avez mis en place des trucs pour augmenter le nombre de communication et d'échanges entre les deux continents? Ouais. Ouais, alors c'est vrai que en fait la limite qu'on a avec les Américains, c'est qu'en fait elle est assez physique. On en voit régulièrement à Londres pour des formations, par exemple des Parisiens ou des Berlinois et vice versa. Franchement, on prend le train Gare du Nord, on y est en 2 heures. Enfin, c'est super facile. Ouais. Les Américains, c'est vrai que on les a peu vus. Mais encore une fois, c'est beaucoup au niveau des clients que les équipes apprennent à se connaître. Là, j'ai appris récemment que il y avait une collaboratrice française qui est devenue super amie avec une américaine. J'ai appris ça. Elles m'ont parlé récemment. Elles me disaient, elle va venir en Europe et on va se voir. Elle va venir à la maison. Donc je savais même pas que ça. Donc je savais pas. Je me disais, mais c'est génial. Puis en fait, elles ont eu des points d'accroche. Elles partagent. Elles ont une passion commune et elles se sont retrouvées autour de ça. Ça, on essaye de le faire. On veut pas rentrer dans le truc trop corporate, un peu chiant, mais on le fait quand même. On sait que chacun, les stamtiches dont je te parlais tout à l'heure le jeudi, il y a toujours 2 personnes qui répondent à un petit questionnaire. C'est quoi ton film préféré? Okay. Au début, on voulait pas le faire parce qu'on se disait c'est quand même chiant ces trucs-là. Il y en a qui aiment pas le faire, et en même temps, on se dit ouais, mais on va pas boire des bières ensemble, donc en fait, ça peut aider certaines personnes se dire putain, toi aussi t'aimes la pop folk, moi j'adore, si j'ai un groupe, enfin là je prends un exemple comme ça, mais voilà. Donc ça fonctionne bien. Et alors le truc qui marche, mais c'est les chatons, ça marche du tonnerre. C'est hallucinant. On a créé, parce qu'on utilise Teams, et sur Teams on a une collaboratrice qui est une Française d'ailleurs, qui disait on n'arrête pas de se parler de nos chats et de nos chiens avec les collègues. Les Américains sont assez branchés animaux. Hein. Ils ont tous un chien ou un chat. Enfin, c'est beaucoup de chiens. Les Anglais aussi, d'ailleurs. Nous, ça, les Français un peu moins, mais les Berlinois non plus. Et en fait, on a créé un channel Red Cat, Yellow Cat. Mais c'est excellent, quoi. C'est-à-dire que tout le monde, ils sont tous à fond. Bon, moi aussi, maintenant, parce que j'ai un chaton, finalement, n'est pas intervenu. Je suis étonnée. Je pensais qu'on l'allait l'entendre. Mais voilà, tout le monde met la photo de son chat, de son chien, partage une petite anecdote de vie. En plus, on voit l'intérieur des maisons, donc c'est hyper drôle parce que les Américains ont des maisons très américaines. Enfin, moi, je trouve ça, à chaque fois, je trouve ça assez rigolo parce qu'on voit les petits patios en bois. Enfin, c'est assez marrant. Et j'ai l'impression que ça crée du lien, ça. Ouais. Ah, c'est cool ça. Ouais, c'est bien de réussir à mettre. C'est ça en fait, de l'informel un peu dans tout ça. Et c'est intéressant parce que vous avez un modèle qui est quand même pas évident entre les différents pays, les différentes cultures, les différentes time zones et les différents modes de travail, parce que t'as des gens qui du coup sont
en flexible, donc quelques jours par semaine, d'autres quelques jours par mois, d'autres pas du tout. Et finalement, vous arrivez à faire un truc, c'est intéressant. Qui fonctionne bien, ouais. Et là, tu vois, typiquement, Bah ouais. le channel sur les chats, c'est génial parce que ça a été aussi porté par une consultante, en fait. Si tu veux, c'est pas la DRH ou la Head of Culture qui a dit on va faire un channel de chat, ça a été porté par l'équipe qui s'est dit, bah, nous, Ouais. c'est trop drôle, ça nous fait marrer, on le fait. Et en fait, c'est génial quand ça se passe comme ça. Enfin, quand t'as des gens qui sont hyper engagés, hyper motivés, qui ont Ouais. envie d'être avec les autres, sans être avec eux physiquement, c'est génial. Ouais, c'est la meilleure façon de le faire, je pense. Plutôt que d'imposer surtout ce genre de truc-là. Parce que si tu commences à imposer un channel chaton où tout le monde doit mettre sa photo de son singe, ça marchera Mais jamais, non, quoi. c'est horrible. Ouais, C'est c'est clair. insupportable. C'est clair. Ouais. Donc C'est clair. là, et c'est génial. Et du coup, ça me fait. Enfin, j'anticipe un peu peut-être la question sur les conseils, mais ça me fait penser à ça. C'est que je trouve qu'en fait, quand t'es une entreprise, bon, n'importe quelle entreprise, hein, je veux dire que tu sois au bureau, full remote ou en hybride, mais encore plus tout en hybride, le recrutement, il est hyper important, quoi. Il faut vraiment soigner son recrutement, soigner l'onboarding aussi des collaborateurs, et puis vraiment faire hyper attention à chaque personne, quoi. Parce que c'est que comme ça que tu arriveras à avoir des gens comme ça qui se disent tiens, je vais créer un channel de chatons parce que j'adore ma boîte, j'aime bien mes collègues, et puis ce sera un endroit où on peut se parler. Est-ce qu'on peut focus un peu? C'est hyper intéressant ton histoire d'onboarding et de recrutement parce que ça fait partie des choses qui sont difficiles à faire en télétravail. Comment est-ce qu'on peut zoomer un peu là-dessus? Quels critères est-ce que toi tu mets et comment est-ce que tu fais pour onboarder les gens? Ouais. Pour l'onboarding, on vient juste de lancer un nouveau programme qui s'appelle le Shadow Programme. Donc là, on le met en place. Là, je crois que la première personne et on l'a testé, mais il y a quelqu'un qui va être onboardé comme ça la semaine prochaine. Donc on va avoir une personne qui va shadow quelqu'un d'un autre bureau, d'un autre pays, pendant une semaine. Donc Ok. on a fait ça parce que on a un métier qui est pas si simple à comprendre pour des gens qui viennent d'ailleurs ou même d'autres agences qui ont d'autres façons de faire. Donc on s'est dit, en fait, le plus simple, c'est quand même de passer du temps avec quelqu'un. Mais comme on n'est pas forcément au bureau, et puis qu'on n'est pas dans le bureau forcément d'une personne qui serait la plus proche de nous en termes de compétences et de niveau, bon, on va le faire en digital. Et donc, du coup, tu shadow les calls d'un consultant, tu participes au call avec cette personne, tu fais toutes ces réunions avec elle, voilà. Tu la poursuis, quoi. Et on s'est dit pour la personne aussi, c'est ça. qui va être shadow, ouais. C'est aussi valorisant pour elle. Parce qu'elle va se dire, attends, moi, je connais mon job, je connais ma boîte, je partage un moment. Je vais être une espèce de tuteur un peu pour cette personne. Voilà. Donc là, on va le tester. Donc, j'ai pas encore vraiment de retour, mais on est assez confiant là-dessus. Et puis sinon, on a un onboarding qui est assez intense, mais qui est très structuré. C'est-à-dire qu'à chaque fois, chacun a une feuille de route le jour où il arrive, avec un agenda qui est mis en place par Emma, qui est une assistante qu'on a à Londres. Et en fait, t'as au moins 2 ou 3 calls par jour avec alors pas tout le monde de la boîte, c'est pas possible, mais avec le Head of Digital, avec le CEO, il rencontre chaque personne, il parle 45 minutes avec chaque personne, du plus junior au plus senior qui arrive. C'est hyper informel, hein, tout le monde a toujours peur. Non, là, je lui parle, mon Dieu. Non, mais soyez très cool, il n'y a pas de souci, ça va se passer. C'est une façon de se connaître. Lui, il peut aussi parler un petit peu de pourquoi il a fondé cette boîte, etc. Les aides de chaque région pour parler aussi un petit peu des spécificités. Moi, quand je parle avec un Américain, j'aime toujours lui dire comment sont les médias en Europe, c'est quoi nos grands médias importants à retenir, comment fonctionnent les journalistes ici. Je lui donne un petit peu d'insight, quoi. Et puis après, aussi, on est toujours ouvert à des questions par la suite. Donc, il y a cet onboarding qui se fait comme ça. Et puis moi, je trouve qu'il faut vraiment le soigner. Il faut vraiment faire en sorte que chaque personne qui arrive, même si on est débordé avec les clients, qu'on a plein de trucs, il faut vraiment prendre le temps de bien accueillir chaque personne, que les personnes comprennent bien ce qu'on fait, comment on le fait.
et puis ils se sentent vraiment considérés et partie prenante de toute une équipe internationale. Ça c'est vraiment, vraiment le parrainage, je pense que c'est vraiment une bonne idée, hein. Ça a l'air d'être, j'en ai parlé plusieurs fois sur ce podcast avec des personnes, et ça a l'air d'être vraiment le bon moyen, parce que ça permet de prendre par la main l'employé qui arrive, et puis effectivement tu valorises le parrain, ou le parent, on va dire ça comme ça, et puis ça permet de quand on est en télétravail, alors je sais pas trop si tu fais l'onboarding en présentiel ou en télétravail, mais quand tu es en télétravail, tu as toujours un petit peu cette idée de est-ce que je vais déranger si je commence à poser des questions sur le chat, ou et d'avoir un parrain et de savoir que en fait tu peux le déranger pendant cette période-là parce qu'il est fait pour ça. En fait, c'est vachement cool, quoi. Le recrutement va être vraiment essentiel, quoi. Vraiment prendre le temps. Nous, on a un process qui est quand même pour la taille de notre boîte, et ça peut avoir l'air assez intense vu de l'extérieur, mais en fait c'est hyper important, quoi. C'est pas juste un petit entretien, bon allez c'est bon, il a les compétences, il a un petit peu d'expérience, ça va le faire. Non, il rencontre notre DRH, si c'est quelqu'un qui vient en France-Allemagne, il me rencontre moi, il va rencontrer quelqu'un avec qui il va travailler, un collègue, voire deux, et on fait aussi des disques profile pour chaque personne. On veut être sûr des gens qui vont venir avec nous. C'est quoi disque profile ? Alors c'est le disque. Attends, je regarde sur internet en même temps. DISC, c'est une méthode de management. Hein. C'est un questionnaire qui fait à peu près une trentaine de questions. Bon, ça prend pas trop de temps à remplir. Faut répondre spontanément. Faut passer 1 seconde par question, et ça permet de dresser un petit profil, un premier draft, hein, évidemment, hein, c'est pas non plus très poussé, mais un premier profil du type de collaborateur qu'on va être, et du type de comment on répond au stress, comment on répond à la frustration, comment on répond au conflit. Voilà, ça permet de cerner un peu les gens dans une situation de travail. Qu'il n'est pas vraiment, encore une fois, ça reste un outil, hein, on le prend pas non plus pour argent comptant, mais ça donne quand même une idée de qui on va avoir avec nous, quoi. Donc ça, on le fait systématiquement. Et puis, on fait aussi toujours un test d'écrit, parce que parfois, il y a des gens qui sont super, mais on est dans un métier, on écrit beaucoup, et on peut pas... voilà, ça, autant le faire. Donc ça, c'est un process qui est quand même pas... ça se fait en plusieurs étapes. Mais c'est important, et je trouve qu'il faut vraiment continuer à le faire comme ça, parce que pour être sûr d'avoir des gens qui s'adaptent bien, quoi, dans l'équipe. Ok. Donc effectivement, la dernière question du podcast, c'est toujours quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut, dans ton cas, par exemple, monter une agence de télétravail. Mais je pense que tu as déjà répondu. C'est vraiment recrutement, onboarding plus, quoi. Mettre vraiment l'accent là-dessus. Ok. Et c'est ça. Ouais, vraiment prendre le temps. Ouais, prendre le temps de le faire, et investir, quoi. Vraiment prendre ce que je disais, les profils disques, ça coûte un peu d'argent, mais vraiment faut le faire, quoi. Ok. Écoute Hélène, merci beaucoup pour cet entretien, c'était super intéressant. Vous avez monté une agence hyper, ça donne envie de bosser chez vous. Ça a l'air agréable de bosser chez vous. Donc voilà. Ah bah cool. Ouais, on recrute. Donc on veut des CV, n'hésitez pas les auditeurs à postuler. Ça marche. Où est-ce qu'on peut te retrouver en ligne? Si on veut te contacter. Sur LinkedIn. Ok. Du coup, je mettrai ton profil dans la description. Sur LinkedIn, ouais. Okay. Ça marche. Ouais, merci. Top. Merci beaucoup, Hélène. Génial. Merci encore, Xavier. C'était super intéressant l'échange. Merci. Merci d'avoir écouté Génération Remote. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et sur vos médias sociaux, c'est ce qui m'aide le plus. Et si vous voulez rejoindre la communauté et soutenir le projet, vous pouvez aller sur generationremote.uncut.fm et acheter un NFT. Le prochain épisode sort dans 15 jours. D'ici là, portez-vous bien.